De la tranquillité à Sydney pour venir en Haïti. Comment avez-vous accueilli votre nomination à Port-au-Prince? Oh, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'excitation aussi, parce que c'est pour, comme vous savez, pour le Canada, la relation avec Haïti est une relation très spéciale. Une relation qui date depuis pratiquement 70 ans de relations diplomatiques, mais un engagement assez substantiel du Canada ici en Haïti depuis au moins plus de 30 ans. Donc, c'est sûr que c'est l'immensité des actes d'intervention qui sont très intéressants. C'est si une chose que je peux vous dire, c'est que je me sens bien appuyé par mes autorités, par ma centrale, et beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre sur le dossier haïtien. Je sais que vous êtes un diplomate de carrière. Et vous arrivez en Haïti dans un contexte particulièrement difficile pour les Haïtiens. Est-ce que votre prédécesseur, Sébastien Carrière, vous avait prodigué des conseils? Écoutez, oui, la première chose que j'ai fait quand je savais que j'étais considéré pour le poste, ça a été de communiquer avec Sébastien, que je connais depuis quelques années. Et on a eu la chance de discuter en long et en large des défis, des opportunités. Et je suis en contact encore régulièrement avec lui. Je pense qu'il est toujours ici, psychologiquement, donc pour lui c'était des belles années et je sais qu'il fait tout ce qu'il peut pour m'accompagner dans ces nouveaux défis. On va aborder plusieurs points, notamment la sécurité, la participation du Canada à la mission multinationale. Et avant, je voudrais avoir pour notre auditoire votre lecture de la crise haïtienne, monsieur l'ambassadeur. Ben, comme vous l'avez mentionné, il fait aucun doute qu'il y a une crise humanitaire et une crise sécuritaire. Le Canada, moi j'étais ici, vous avez mentionné mon CV, quand j'étais à New York, alors que le Canada était au Conseil de sécurité, j'étais responsable pour la question Haïti et j'avais eu la chance de venir passer du temps ici, alors que je couvrais le dossier de New York. Et c'est sûr que le contraste est flagrant entre mon expérience en 1999 et maintenant. Donc, c'est pour ça que, crise humanitaire, c'est sûr, il y a beaucoup, le Canada continue à s'impliquer très, très directement dans le développement. On y croit beaucoup. L'année dernière, plus de 125 millions ont été affectés aux différents programmes. Mais compte tenu de la crise sécuritaire, on a ajouté un 100 millions de dollars additionnels qui a été annoncé au mois de mars dernier pour venir en appui direct à la police nationale haïtienne, parce qu'on croit que le moment est critique, la police a besoin d'un appui, c'est la solution à long terme. Donc, nos efforts sont vraiment de construire, d'appuyer la police pour qu'elle puisse faire son travail sur le long terme. Donc, voilà, c'est un peu là où on en est. Évidemment, avec l'attente, on est en attente d'élection, hein, vous savez. Donc, il y a aussi cette problématique. Et lorsque le premier ministre Trudeau a vu Monsieur Henry, le docteur Henry, à Ottawa le mois dernier, il lui a aussi parlé de l'importance d'engager un dialogue politique inclusif afin que, lorsque la mission multinationale arrivera, Haïti puisse parler d'une voix relativement unanime pour la diriger, parce que veut pas cette mission, elle est là pour appuyer la police, pour appuyer la sécurité en Haïti, et c'est important qu'on ait ce consensus minimum inclusif qui permet à la mission d'avoir un interlocuteur. Tout à fait. On va revenir sur la police nationale et aussi sur la participation du Canada à la mission multinationale. Abordons d'abord le dossier de la migration. Votre ministre de l'immigration... Pardonnez-moi, avant d'avancer avec la migration,
En mars dernier, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, le Premier ministre Trudeau a annoncé l'allocation de 100 millions de dollars. À date, quid du décaissement? Nous sommes arrivés à quel montant en termes de décaissement? Est-ce que, en parallèle, la police nationale d'Haïti, les autorités haïtiennes ont élaboré des projets prêts à être financés? Donnez-nous des détails à ce niveau pour que l'on puisse voir l'évolution de cette partie-là de la coopération, s'il vous plaît. Oui, bon, on est jusqu'à présent 42,5 millions des 100 millions ont été engagés, donc des projets concrets. Évidemment, le défi, c'est toujours de s'assurer que cet argent-là est dépensé de façon judicieuse pour avoir le plus d'impact et que l'équipement qui est acheté, les programmes qui sont mis en place perdurent dans le temps. Donc, effectivement, pour s'assurer de tout ça, on a mis aussi en place un processus de coordination où on a vraiment agrandi notre équipe. Quand je disais que j'avais beaucoup de gens à Ottawa qui travaillent, c'est des gens qui sont à Ottawa, qui sont ici à Port-au-Prince, des techniciens, des gens, des experts, des policiers, qui comprennent le langage, qui comprennent les besoins. Donc, beaucoup d'efforts va à justement avoir ce dialogue continue avec la police nationale haïtienne pour s'assurer qu'on comprend bien leurs besoins et aussi s'assurer que la communauté internationale, pas juste le Canada, y répondent de façon coordonnée, de façon à ce que dans le long terme, tous ces efforts, tous ces investissements portent fruit. Il a été dit également qu'une partie de l'enveloppe serait utilisé pour l'acquisition d'équipements létaux, ce qui était une avancée compte tenu des restrictions et des difficultés évoquées en termes d'appui dans ce secteur-là, qui est vital pour la PNH. Est-ce que vous pouvez ventiler plus ou moins les investissements effectués avec les 42 millions? Est-ce qu'il y a eu acquisition pour la PNH d'armes, de blindés et d'autres équipements pour renforcer ses capacités opérationnelles pour rétablir la sécurité? Écoutez, c'est le 42.5, c'est vraiment un mélange en ce moment d'aide à la reconstruction des commissariats qui ont été endommagés par les gangs, l'amélioration des équipements pour la police des frontières et des douanes, et aussi de la formation spécialisée qui sera donnée par la Gendarmerie royale du Canada. Okay. Malheureusement, ce matin, je peux pas vous en dire plus, mais je pourrais avoir le plaisir de faire des suivis. Oui. Okay. Sur ce point, Robertson, parallèlement à l'enveloppe des 100 millions de dollars, récemment, le Premier ministre Trudeau, lors du sommet CARICOM et Canada, avait annoncé une enveloppe de 3,4 millions de dollars pour l'achat d'équipements pour lutter contre la violence en Haïti, etc., etc. Quid de cette annonce? Oui. Donc ça, c'était le projet plus spécifique d'appui aux armes. C'est un projet spécifique qui fait partie des 42.5. Donc, c'était le petit dernier projet qui venait d'être approuvé. OK. Une dernière précision aussi. Parallèlement à ces 100 millions de dollars, le Canada contribue au Basket Fund. Oui. D'appui à la PNH. Oui, évidemment. OK. J'ai ça? Pour dire que effectivement, l'approche, c'est on travaille en étroite collaboration avec nos collègues de la BINU, les Nations Unies, les autres donateurs. On croit beaucoup à l'utilité du Basket Fund, mais en supplément à nos contributions au Basket Fund, on a aussi nos investissements plus, je dirais, plus bilatéraux. Et d'où l'importance de tous très bien se coordonner pour qu'on mette l'énergie là où c'est utile et nécessaire. Autre point, je rappelle que nous avons en ligne avec nous le nouvel ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, M. Giroux, sur l'immigration. Le ministre canadien de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté avait annoncé, je crois que c'était au début du mois d'octobre, une nouvelle voie, un nouveau programme pour le Canada qui permettra à environ 15 millions de migrants colombiens, haïtiens et vénézuéliens de s'établir de façon régulière, permanente. 15 000, 15 000. 15 000, pardon, 15 000.
pardon pour le lapsus, et 15 000 migrants, de s'établir légalement au Canada. Donnez-nous des détails sur ce programme, monsieur l'ambassadeur. Bon, et vous avez bien raison, c'est 15 000, c'est un programme qui vient répondre à la situation humanitaire ici. C'est essentiellement pour les ressortissants du Venezuela, de la Colombie et d'Haïti. On a mis en place un mécanisme qui facilite l'immigration légale au Canada. Il suffit d'avoir soit un parent, un frère, une sœur, un enfant qui est résident canadien et qui peut nous commanditer, si je peux utiliser le terme. Et nous avons, c'est un peu le même principe que la réunification familiale, mais on a élargi la définition de famille pour inclure les frères et les sœurs et les enfants adultes. Normalement, la définition de la famille est un petit peu plus limitée, mais dans les circonstances, on l'a élargi. Donc, si on a effectivement un membre de notre famille élargie qui est au Canada, ben, il y a possibilité de prendre part au programme. L'objectif, c'est de gérer assez rapidement, de façon à ce que tout soit réglé d'ici bon, ça se fera pas avant probablement l'année prochaine, mais dans les termes d'immigration, c'est quand même assez rapide. Et vous êtes toujours là? Oui, on est là, on reçoit. Oui, Célestin, ça va, Célestin, de oui. côté. Oui, ça va. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Donc c'est comme je vous disais, ce sont essentiellement les grandes lignes. La chose qu'il faut garder en tête, par contre, le Québec a opté de ne pas participer. Donc, le membre de la famille doit être un résident canadien partout au Canada, exclu le Québec. C'est important de le mentionner. Prenons un exemple concret, monsieur l'ambassadeur. Je suis actuellement au Canada. Que dois-je faire? 1, 2, 3, les étapes pour appliquer pour un proche en Haïti. Donc, vous êtes le résident canadien ou le citoyen canadien qui aimerait sponsoriser un des membres de sa famille, ou vous êtes le membre de la famille qui est déjà au Canada? Peu importe. L'important, c'est de trouver, je pense que ici, l'important, c'est le portail va s'ouvrir bientôt. Nous allons communiquer tous les détails dans les jours à venir sur nos différents médias sociaux. Mais le plus important, je dirais, dans l'immédiat, c'est de trouver ces relations familiales et évidemment d'avoir tous vos documents en ordre. Et dès que le portail s'ouvrira, ça pourra aller très vite. Donc, il faut être, pour appliquer pour quelqu'un en Haïti, il faut être un résident permanent ou un citoyen canadien. Il faut être résident permanent ou citoyen canadien. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le sponsor, c'est celui qui vous qui peut vous accompagner. Mais pour le reste, voilà, c'est ça. Maintenant, pourquoi ce refus de la part du Québec? Ah, ça, faudra demander au Québec, monsieur. Malheureusement, je peux pas répondre pour eux, mais nous avons le Canada, le gouvernement fédéral. Vous parlez comme si. Pardon? Oui. Vous parlez comme si le Québec ne faisait pas partie du Canada, dont vous êtes l'ambassadeur. Mais non, j'essayais de vous expliquer. La compétence d'immigration est une compétence fédérale, mais le gouvernement fédéral a une entente particulière avec la province de Québec qui souhaite gérer sa propre immigration. Donc, étant une fédération relativement flexible, le Québec a souhaité cette entente avec le gouvernement fédéral. Et en vertu de cette entente, le Québec détermine ses propres priorités en immigration. Et dans les circonstances particulières de ce programme, le Québec a choisi de ne pas participer. Mais dans le fond, une fois un visa approuvé pour quel que soit le ressortissant, il peut circuler n'importe où au Canada, Québec, Ottawa, n'importe où.
Je pense que vous avez raison sur ces questions, oui, tout à fait. Maintenant, il y a d'autres pays. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi ou il y a un quota pour chaque pays, monsieur l'ambassadeur? À ma connaissance, il n'y a pas de quota pour chaque pays, mais évidemment, ce sera important de ne pas tarder dès que le portail s'ouvre de soumettre les documents à temps parce que ça peut se remplir très vite. Oui, donc, premier arrivé, premier servi, first come, first serve, si j'ai bien compris. C'est souvent le cas. Je sais pas si je peux pas parler pour IRCC ici s'ils ont d'autres, ils vont avoir d'autres façons de traiter, de prioriser, mais sur la base, il y a 15 000 places et puis voilà, ça va s'ouvrir bientôt. Bientôt, il n'y a pas de date précise pour. Non, moi je croyais que c'était déjà le cas, mais on m'a bien indiqué que ça s'en vient très bientôt, mais que ce n'est pas en ligne encore. Et comme je vous disais, on va s'assurer de faire suivre l'information dès que ce sera connu. Tout à fait, tout à fait. Ben. Est-ce que tu as d'autres questions à ce niveau, oui. Ben, est-ce qu'il y a Vas-y. Est-ce qu'il y a des exigences pour le sponsor? Exigences de bonnes conditions financières, démêlées avec la justice. Est-ce qu'il y a des exigences à ce niveau? Oui, encore une fois, tout ça sera communiqué dans le détail, mais il faut juste être un bon citoyen qui est pas en prison en ce moment. C'est normalement pour quand on fait le vrai programme de sponsor, le sponsor doit avoir des moyens financiers qui sont assez substantiels pour pouvoir parvenir aux besoins des sponsorisés. Mais dans ce cas-ci, compte tenu de la nature humanitaire, ce qu'on demande, c'est un citoyen canadien résident permanent qui est en bonne relation avec les autorités canadiennes, c'est-à-dire que n'a pas fait de faillite. Et n'est pas présentement en prison, par exemple. Mais bon, c'est essentiel. Qu'est-ce qui est prévu après l'arrivée du bénéficiaire? Quel sera son statut? Est-ce qu'il pourra séjourner au Canada de manière définitive? Quel sera son statut au regard de la loi, de vos lois en termes d'immigration? C'est un visa de résident pour 2 ans. Et pour la suite, il faudra voir. Ben? Oui, la prochaine question, on va aborder maintenant la mission multinationale en Haïti. Quel sera donc le rôle, ou quel est déjà le rôle que le Canada joue dans cette mission, monsieur l'ambassadeur? Notre rôle exact dans la mission multinationale reste à être déterminé. On n'a pas finalisé de décision encore. On est en réflexion, mais il y a des options qui circulent à Ottawa. Monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que le rôle du Canada n'est pas encore bien défini dans la mission multinationale. J'ai cru comprendre qu'il était question à un certain moment de la durée que le Canada allait participer dans la formation des policiers haïtiens pendant la mission. Est-ce toujours le cas? Vous avez tout à fait raison. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire que l'effort ponctuel maintenant du Canada de créer les assises pour une police nationale, de l'assister dans son développement à long terme, ça va continuer, indépendamment de la mission multinationale. Mais évidemment, tous les efforts que nous allons faire pendant le déploiement de la force multinationale, nous allons nous assurer que nous sommes en complète coordination et synergie avec les efforts de la force multinationale. Pour ce qui est de la force multinationale en elle-même, le Canada n'a toujours pas finalisé sa décision pour sa participation dans le cadre de cette force-là. Mais peu importe cette deuxième décision, il reste que nous serons présents, nous continuerons nos efforts et nous travaillerons en étroite collaboration de façon à s'assurer que tout ça marche ensemble. Donc, allez-vous financer cette force? C'est ce que je vous expliquais. La décision pour la force multinationale, que ce soit une contribution en personne, financière, en équipement, la décision n'a pas encore été prise.
Mais nos efforts de formation et d'équipement continuent en parallèle. Votre position n'est pas clairement définie sur la participation de votre pays à la mission multinationale. Et j'aimerais vous demander pourquoi votre pays avait, en ce moment de la durée, refusé de prendre le leadership de cette mission, malgré les pressions des États-Unis. Écoute, c'est une décision du cabinet. J'étais pas présent au moment où ces décisions ont été prises, mais bon, c'est sûr. Je peux vous dire que c'est pas une décision qui a été prise à la légère, mais c'est compte tenu de l'engagement du Canada à l'international de façon générale en ce moment. Je pense que l'analyse finale, c'était que, comme nous sommes très impliqués dans ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine et la Russie, donc, malheureusement, on n'a pas pu accepter ce leadership, mais on continue nos efforts de formation de la police. Et la contribution à la force reste à être déterminée. On sent que le Canada n'est pas trop enthousiaste à supporter cette mission multinationale. Non, entre refuser le leadership et l'appuyer, c'est deux choses complètement différentes. Et je peux vous assurer qu'on est on appuie complètement la résolution du Conseil de sécurité et qu'on va tout faire ce qui est réalistiquement possible pour assurer son succès. Ça, je peux vous assurer de ça. OK. On en a parlé tout à l'heure. Vous financez la police nationale depuis des années. Avec la police nationale, il y a eu de petits résultats, mais la PNH seul n'arrive pas encore à protéger et servir la population. Pourquoi votre pays n'a jamais envisagé d'accompagner les forces armées d'Haïti? C'est une bonne question, mais je pense que pour aujourd'hui, quand on regarde la situation actuelle, on s'entend que c'est vraiment maintenant l'importance, c'est vraiment de renforcer la police. Donc, c'est là que l'essentiel de notre énergie va. Pour ce qui est d'une contribution future à l'armée, ben ça, on pourra voir en temps et lieu, mais ma compréhension de l'état des lieux, c'est vous avez une police qui a besoin d'aide en ce moment. La force multinationale s'en vient pour, de façon ponctuelle, rétablir un peu de sécurité, mais cette police devra continuer son travail une fois le départ de cette force. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main. La force multinationale s'en vient pour appuyer la police. Nous travaillons pour renforcer la capacité de la police pour qu'elle puisse faire le travail à long terme. Vous travaillez, je le disais, depuis des années pour arriver à renforcer la police. Quelle est donc votre évaluation de vos investissements dans la police nationale? Ben, effectivement, elle a subi des pertes d'effectifs. Donc, je pense qu'on peut s'entendre que un des problèmes, c'est le fait que le nombre de policiers est insuffisant pour faire le travail correctement sur l'ensemble du territoire. Donc, beaucoup d'énergie va à recruter, former, d'où l'importance de nos programmes de formation qui vont accompagner. On peut aussi dire que la police a peut-être été formée à l'origine dans un contexte sécuritaire différent. La situation des gangs est un contexte nouveau. Donc ça, il y a aussi un besoin de développer cette capacité anti-gang auquel tout le monde travaille. Donc, et puis pour ce qui est de l'équipement, dans le passé, malgré la bonne volonté des différents contributeurs, des fois les équipements étaient l'importance ici, c'est d'être cohérent, de donner des équipements qui
qui sont compatibles les uns avec les autres et qui sont faciles à entretenir de façon à ce qu'ils puissent avoir une vie utile longue. Donc, ça, beaucoup d'énergie va là-dessus aussi, s'assurer que si on donne un type de voiture, ben que toutes les autres voitures seront de la même marque. C'est un exemple simple, mais ce qui facilite beaucoup l'entretien, le remplacement des pièces, etc., etc. Donc, beaucoup de travail à faire, mais c'est quelque chose qu'on prend très à cœur et sur lequel comme je vous expliquais, on a mis aussi beaucoup d'énergie. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui travaillent au quotidien avec les membres de la police nationale pour bien comprendre les besoins et s'assurer de communiquer toute cette information à la communauté internationale de façon à ce que nos efforts portent fruit. Oui, effectivement, vous l'aviez dit, beaucoup de travail encore à faire et vous avez déjà fait beaucoup d'investissements et les résultats tardent à venir. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps, monsieur l'ambassadeur, de revoir le mode d'investissement, notamment dans la police nationale? Je suis pas sûr de comprendre votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que... Je peux reprendre pour vous, si vous voulez. Oui. c'est encore une fois, moi, ça fait seulement un mois que je suis ici. Tous les gens que je rencontre nous disent l'importance d'avoir une bonne coordination et de répondre aux vrais besoins de la police. Donc, beaucoup d'énergie est mise sur cela. Ça fait que peut-être que c'est cette nouvelle façon d'investir auquel vous faites référence. En tout cas, c'est définitivement la façon dont nous procédons en ce moment. Robertson, est-ce que tu as d'autres questions sur ce point? Non. Ok, on va aborder le volet politique, monsieur l'ambassadeur. Et ces dernières années, votre pays est très impliqué en Haïti. Avant, il y avait les États-Unis et la France, mais ces dernières années, le Canada est en première ligne, si je peux dire ça ici, et en Haïti, notamment avec son régime de sanctions. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Et d'autres personnes, d'autres figures en Haïti à sanctionner? J'ai pas de scoop à vous donner là-dessus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous y croyons beaucoup. Nous croyons que c'est important de sanctionner les individus qui sont responsables de maintenir l'insécurité dans laquelle vit Haïti en ce moment. Pour ce qui est de l'avenir, c'est un programme dynamique, donc c'est possible qu'il y ait des noms qui soient ajoutés. Il y a maintenant 28 listés. C'est déjà beaucoup. Beaucoup d'énergie maintenant va aussi au processus onusien. Donc, les sanctions autonomes canadiennes, elles sont importantes, mais elles ont un impact limité. Ce qui est important maintenant, c'est de finaliser le processus aux Nations Unies. Et ça suit son cours et on a bon espoir que ça sera fait bientôt. Et par la suite, c'est aussi les autres États membres qui se sont dotés de mécanismes similaires. L'Union européenne a adopté un cadre juridique pour pouvoir avoir la possibilité de faire des sanctions comme le Canada. Et donc, ce sera une question de temps pour eux aussi d'ajouter les différents noms sur leur liste. Donc, c'est là où on en est. Je crois que il y a une stratégie avec ces différentes sanctions. J'aimerais vous demander, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous attendez avec ces sanctions? Il y a des gens qui sont responsables d'entretenir l'insécurité. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que leur comportement change. Et voilà, c'est là où on en est. Et je pense que ça a eu un certain impact. Un impact, vous avez dit? Oui, je pense que moi, ce qu'on me dit de façon ici et là, c'est que les sanctions ont eu un certain impact.
Maintenant, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, avait dit il y a un peu plus de mois que sur le terrain, par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire, les sanctions n'ont pas encore eu les effets escomptés. Maintenant, en parallèle, au-delà du naming shaming, il y a des gens qui s'interrogent. Premièrement, les concernés contestent. Certains des concernés contestent les sanctions. Ils disent que ces sanctions ont été infligées sans preuve, de manière frivole. Il y a d'autres personnes qui ont appelé à la suite. Ce qu'on appelle la suite, c'est avoir un dossier de poursuite judiciaire. Est-ce qu'il y a des dossiers pour chaque personnalité sanctionnée qui pourrait être présentée devant un tribunal? Et l'autre aspect aussi de la question, est-ce que vous partagez vos informations avec les experts de l'ONU qui travaillent sur les sanctions, monsieur l'ambassadeur? Bon, deux aspects à votre question. Donc, côté canadien, c'est un processus administratif qui est très différent du processus onusien, par exemple. Donc, oui, il y a évidemment qu'il y a des dossiers qui sont mis en place, qui permettent de faire une recommandation à la ministre, qui elle est responsable de prendre une décision et d'ajouter les noms à la liste des sanctions. Ce n'est pas un processus ouvert, public, mais les sanctionnés, les listés qui ont des raisons de croire que peut-être une erreur a été commise, et puis bon, c'est pas impossible, ont la possibilité d'écrire à la ministre, et dans ce processus, il y aura certaines informations qui seront partagées. Pour ce qui est, donc c'est essentiellement le processus canadien. C'est un processus administratif et je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont entrepris cette démarche. Donc le recours, oui. Pardonnez-moi de vous interrompre, le recours des concernés est administratif, il n'est pas judiciaire au Canada? C'est essentiellement un processus administratif. Le judiciaire, nous sommes une société de droit, donc le judiciaire est toujours présent. Si les listés ont l'impression, ont des raisons de croire que le processus administratif n'a pas suivi le cours normal, ben ils peuvent prendre des procédures judiciaires pour mettre en cause le processus administratif. Mais à la base, au début, c'est un processus administratif. OK. En ce qui concerne les dossiers, est-ce qu'il y a des éléments de preuve, même si c'est un processus administratif, qui pourrait être soumis à un tribunal pour qu'il y ait procès, pour aller au bout des choses, établir les responsabilités de manière juridique? Il y a des gens qui ont appelé à aller vers dans cette direction. Commentaire. Encore une fois, c'est ceux qui ont des raisons de penser que le processus a livré la mauvaise décision, le mauvais résultat, peuvent entreprendre les démarches et suivre le cours du processus. Un tribunal ne va pas se pencher sur le bien fondé de la décision du ministre. C'est la discrétion de la ministre. Mais par contre, si pour une raison ou pour une autre, ils ont des raisons de penser que le processus n'a pas été suivi, ben là, ils peuvent impliquer les tribunaux. OK. Maintenant, qu'il s'agisse du Canada ou pour l'ONU, est-ce qu'un jour, ceux qui ont été sanctionnés pourront se retrouver devant un tribunal sur la base des éléments d'information et des preuves collectées contre eux? Là, vous parlez du processus onusien, si j'ai bien compris? Oui, les deux. Les deux. Je suis pas aussi familier avec le processus onusien, mais je suis certain qu'il y a aussi des procédures possibles. Mais c'est un processus, comme vous pouvez imaginer, qui implique tous les États membres, qui est géré par le Conseil de sécurité. Il y a déjà un rapport qui a été soumis. Donc, ça suit son cours. Et c'est un autre processus complètement séparé. Est-ce qu'Haïti vous a contacté ou a contacté l'ONU selon vos informations pour avoir les dossiers pour que la justice haïtienne, si elle est intéressée, puisse faire les suivis, c'est-à-dire poursuivre les personnes indexées? Oui, ça, je peux pas répondre. J'ai pas d'informations personnelles à cet effet. C'est possible. Non, malheureusement, je suis pas au courant. Dernière question sur la question des sanctions. Il y a des gens qui ont une lecture assez politique. Ils disent que le Canada a des poulains, a des candidats qu'il favorise en Haïti. Ils sanctionnent X, Y, Z de façon à pouvoir déblayer le terrain pour frayer la route à des gens qui leur seraient plus favorables, entre guillemets. L'occasion de faire un commentaire sur ça, monsieur l'ambassadeur.
La ligne, pouvez-vous répéter, parce que je vous ai perdu pendant quelques secondes. Il y a une lecture politique des sanctions en Haïti. Certains ont une lecture politique. Ils disent que le Canada sanctionne XY de façon à pouvoir déblayer le terrain et favoriser l'émergence sur la scène politique de gens qui seraient, entre guillemets, favorables au Canada. Occasion de répondre à tout ça, si vous le souhaitez. Écoutez, le processus est un processus rigoureux qui est fait par des juristes. Je peux vous dire qu'il y a pas de filtre politique dans le sens auquel vous faites référence qui vient influencer les décisions. S'il y a une chose que je peux vous rassurer ici, c'est que nous croyons fermement que l'avenir d'Haïti repose entre les mains des Haïtiens et tous nos efforts vont dans le sens de renforcer la capacité haïtienne à gérer ces institutions pour l'avenir. Donc, loin de nous d'essayer d'influencer l'avenir politique d'Haïti. Robinson? Oui, bon, on termine avec une dernière question, monsieur l'ambassadeur. C'est sur le volet politique. Est-ce une perception ou un fait que vous, le Canada, la communauté internationale, vous supportez le Premier ministre Ariel Henry? Ben, dans la mesure où, comme vous dites, c'est le Premier ministre, c'est sûr que les circonstances de sa nomination sont uniques dans l'histoire d'Haïti, mais il est là et nous l'appuyons dans la mesure où son mandat et de préparer le terrain pour que Haïti puisse avoir des élections démocratiques, libres, participatives, de façon à rebâtir les institutions. Donc, je pense, comme je faisais référence un peu plus tôt, avec la venue de la mission multinationale, bientôt, la situation de la crise maintenant, il y a vraiment un besoin, à notre avis, de la part du Premier ministre, de tendre la main à l'opposition de façon à avoir un dialogue inclusif pour que l'unanimité est impossible. Aucun pays a réussi à avoir l'unanimité, mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment une masse critique, un consensus minimum entre qui va de la gauche à la droite parmi le gouvernement et l'opposition, de façon à s'entendre sur les grandes étapes à prendre pour qu'on puisse démarrer la machine électorale, de façon à ce qu'on puisse, vous puissiez faire vos élections et rétablir les institutions. Donc, c'est là où on en est. C'est un message que la ministre Joly, que le premier ministre Trudeau ont communiqué au docteur Henry à maintes reprises et je pense qu'il y a des efforts tout à fait louables en ce moment. La CARICOM a mis en place un processus d'éminente personnalité. Ils sont en Haïti en ce moment. Ils travaillent très fort à essayer de rapprocher les différents groupes. Je pense que le moment est vraiment venu pour tous d'accepter la main tendue et comme on dit chez nous, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, on peut toujours évidemment espérer plus, mais à un moment donné, il faut se dire que quelque chose qui fonctionne et qui nous permet de faire un pas en avant et d'enclencher un processus pour des élections transparentes, libres, inclusives, c'est ce qui est le plus important. J'encourage tout le monde à se rouler les manches et à aller de l'avant. Des élections libres, démocratiques, transparentes, etc., etc. C'est un discours que tient le gouvernement que vous supportez depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, pour quel résultat, monsieur l'ambassadeur? Ben, oui, effectivement, on peut dire que il y a 2 ans qui se sont écoulés. On peut revoir l'histoire, on peut retourner en arrière. Mon point, moi, je pense que il faut regarder devant. Il faut regarder devant, c'est dire vaut mieux tard que jamais.
Et maintenant, ne répétons pas les erreurs des 2 dernières années, si j'ai bien compris votre question. Donc oui, il y a un contexte sécuritaire, il y a un contexte difficile, mais avec la venue de la force, à mon avis, et je pense que beaucoup partagent cet avis, c'est maintenant qu'il faut s'entendre pour mettre les balises, justement, pour que tout ça fonctionne en parallèle et qu'on puisse finalement aboutir aux élections. Parce que même avec une entente aujourd'hui, on s'entend bien qu'il y a beaucoup de préparatifs à faire pour arriver à cette date d'élection. Donc, je pense que chaque jour perdu est un jour perdu. Et maintenant est le temps de vraiment regarder devant et de passer à l'action. Vous venez d'évoquer le mandat du Premier ministre Ariel Henry. Mais quel est donc son mandat, monsieur l'ambassadeur? Bon, je pense pas que la question est là. La question maintenant, c'est surtout d'avoir cet accord, ce dialogue inclusif qui rassemble l'essentiel des forces politiques haïtiennes. Et ce mandat sera la voie de l'avenir. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est nécessaire de mettre en place le processus pour des élections. Voilà. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une date limite pour cette transition que dirige depuis plus de 2 ans Ariel Henry? Moi, écoute, là-dessus, c'est, encore une fois, c'est aux Haïtiens, c'est aux forces haïtiennes de la société civile, politique, du gouvernement de s'entendre sur ce qui fonctionne pour Haïti. Bien à moi sur ces questions-là, honnêtement, le Canada n'a pas d'opinion. C'est-à-dire que si vous vous entendez, si les forces principales s'entendent, vous aurez l'appui du Canada. Ce qu'on veut éviter, c'est de prendre des actions pour aller vers l'avant qui sont contestées par la majorité de la population. À ce moment-là, ce serait vraiment dommage parce que c'est la démocratie, même en l'absence d'institutions, c'est cette capacité de se rassembler et de travailler ensemble pour le bien de la population en étant au diapason avec les besoins et la volonté de la population. Donc, dans la mesure où la population, les différents intervenants s'entendent, vous aurez l'appui du Canada et nous ferons tout ce qui est possible pour vous accompagner. Monsieur l'ambassadeur, l'absence d'échéancier à cette transition participe au maintien de certains statu quo et certains estiment que parce qu'il n'y a pas d'échéancier, parce qu'il y a cet appui à l'existant, c'est-à-dire à M. Henry et à son équipe, les lignes peinent à bouger. En parallèle aussi, il y a un autre constat, la communauté internationale dans sa grande majorité avait supporté, par exemple, l'accord du 21 décembre et aussi avait, dans une petite fenêtre, appelé à un accord un petit peu plus inclusif. Mais cet accord plus inclusif n'est toujours pas trouvé. Plus de 2 ans après, l'utilisation de ces éléments de langage, des poussées, des pressions, des appels, etc., etc. Et à partir de l'accord du 21 décembre, il était prévu d'organiser des élections et remettre le pouvoir en février 2024 à de nouveaux élus. Maintenant, la réalité est devant nous. On comprend que c'est impossible aujourd'hui. Sur la base de ces considérations, de ces constats, il y a des gens qui disent que, implicitement, la communauté internationale a une espèce de régime de faveur, favorise un peu plus M. Henry et n'exige pas de résultats, d'avancées concrètes en contrepartie. Est-ce que vous partagez cette lecture ou pas, monsieur l'ambassadeur? Je peux pas m'exprimer pour la communauté internationale, mais je peux vous dire que du côté du Canada, ce que nous souhaitons, c'est les balises d'un dialogue inclusif qui rassemble l'essentiel des forces politiques, civiles haïtiennes, de façon à ce que vous puissiez passer à des élections. Bon.
Le plus tôt sera le mieux. Je pense que je vois pas l'utilité de mettre une date fixe parce que c'est bon, ça peut être une distraction, mais ça c'est un choix que les gens qui s'entendront entre eux pourront prendre. De notre point de vue, le plus tôt sera le mieux, et avec la présence des éminentes personnes de CARICOM maintenant, il y a vraiment une occasion de mettre de côté mieux et de s'entendre sur le bien. Et j'encourage toutes les parties à saisir le moment. C'est vraiment, ce serait vraiment dommage de ne pas prendre avantage de cette main tendue par les éminentes personnalités du CARICOM qui souhaitent vraiment aider Haïti à faire ce pas en avant de façon à pouvoir mettre en branle le processus électoral et aussi servir d'intervenant à cette force multinationale qui va arriver et qui sera là pour accompagner la population dans son ensemble en appui à la PNH. Le plus tôt sera le mieux est indéterminé. Ça peut vouloir dire dans 2 mois, dans 6 mois, ça peut vouloir dire dans 2 ans, 3 ans. Le temps haïtien peut s'étendre à l'infini, mais en politique et comme en tout, en management et autres, il faut des chronogrammes, des échéanciers, des milestones pour pouvoir évaluer à travers le temps les progrès réalisés. Vous êtes réticent à imposer, je ne dirais pas imposer, à introduire cette notion de temps dans la discussion politique pour forcer les acteurs à s'entendre si c'est nécessaire et à comprendre qu'en parallèle de cette impossibilité à trouver cet accord, la situation au plan humanitaire, au plan économique et sécuritaire se dégrade. Est-ce qu'il y a un double standard par rapport à Haïti ou pas, M. l'ambassadeur? Sans stress, sous 100.9. Eu égard au temps, aux échéanciers, aux milestones nécessaires pour évaluer les progrès. Non, je pense qu'il y a des circonstances très uniques qui sont particulières à Haïti. Mais quand je dis le plus tôt sera le mieux, c'est le plus tôt sera le mieux que les parties s'entendent. À mon avis, ça, vous avez raison. Je pense qu'on est maintenant est le temps d'avoir cette entente. Et cette entente, pour les détails, c'est aux parties de décider ce qui est le mieux pour Haïti. Ça peut être de fixer une date, ça peut être aussi de donner les pouvoirs à une entité qui est responsable de l'organisation des élections et de lui donner aussi le pouvoir de déterminer la date de ces élections. Donc encore une fois, l'idée ici, c'est de bâtir les balises d'une entente qui reçoit l'essentiel, l'appui de l'essentiel des parties prenantes, de façon à ce que il y ait un processus qui soit clair et que les entités qui sont saisies de mettre en place ce processus aient les pouvoirs pour pouvoir aller de l'avant sans interférence. Voilà. Mais bon, vous venez d'arriver, je me permets de refermer cette interview avec des recommandations. C'est Prestige, notre bière, c'est Barbancourt, l'un de nos motifs de fierté à travers le monde, notre rhum 5 étoiles, c'est le griot, c'est le banane pesé, c'est Piclis, Diri Lalo, Tom Tom, Dira Légumes et Soubjoumo, et complète la liste de recommandations pour notre nouvel invité du Canada. Ben, c'est bien noté. J'ai déjà eu la chance de déguster certaines de ces plats, de ces mets, de ce rhum. Et okay. Oui, le 15 ans, le 8 ans, le 4 ans, j'ai tout fait. Okay. Mais merci beaucoup. C'est définitivement bien noté. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Bonne journée. Merci. À vous aussi. Au revoir. À bientôt.